Notre invité ce matin, Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération, vous publiez Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel. Nous allons parler de ce revenu universel, vous vous battez, vous êtes battu pour ce revenu universel dans la présidentielle, vous continuez à assumer ce choix, vous allez nous en parler, édition de l'Équateur je crois, hein, votre livre, c'est bien cela. Bien, le Covid-19, la France a commencé la décroissance de l'épidémie, c'est ce que disait hier matin Olivier Véran, ici même. Le gouvernement reste prudent. Emmanuel Macron s'exprimera la semaine prochaine. Assouplissement du confinement probable. Le gouvernement reste prudent. A-t-il raison ? Il a à l'évidence raison, il est instruit par l'expérience, ça sert à rien de parler trop tôt, trop vite. Au fond, on a, je sais même pas si on peut parler de certitude, mais la seule conviction, plutôt que de certitude qu'on a, c'est que seul le vaccin, et si tant est qu'il soit efficace, pourra nous permettre de passer véritablement à autre chose. Et encore, ce sera progressif, puisque la vaccination se fera probablement assez progressivement. Oui, progressivement. Mais tant qu'on n'a pas trouvé cette solution-là, on voit bien que, quelles que soient les formules choisies, en France comme ailleurs, il n'y a aucune formule qui soit 100% efficace pour éviter la propagation du virus. Il n'y a aucune formule qui nous garantisse qu'un pays soit à l'abri de cela, sauf à arrêter de faire circuler les gens, sauf à les mettre sous surveillance, ce qu'a en partie fait la Chine, et des choix que nous ne voulons pas faire, au nom de principes qui sont les nôtres et auxquels nous sommes attachés, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui remettre en cause le principe de l'état de droit, des droits fondamentaux qui sont ceux des citoyens, qu'on accepterait de remettre en cause un temps, mais dont on n'est pas sûr qu'ils soient rétablis ensuite. N'a montré la solution. Hein. Aucun pays d'Europe n'a montré la solution. Les vaccins disponible dès janvier, disait hier Olivier Véran. Effectivement, il y aura je dis bien des vaccins. Hein. Il y aura plusieurs vaccins et les campagnes de vaccination se succéderont sur plusieurs mois. Vous n'hésiteriez pas à vous faire vacciner ? Moi, je me ferais vacciner. Ah oui. Vous n'avez pas de réticence autour du vaccin ? Non, à partir du moment où j'ai les informations, comme tout le monde, je vais pas prendre, si vous avez un vaccin mis sur le marché ou qu'on achèterait sur Internet, là je m'en méfierais. Non, mais à partir du moment où les autorités sanitaires considèrent que le vaccin est sûr et qu'il est efficace, alors il n'est jamais non plus 100% efficace, oui, je me vaccine. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, la science est contestée. Elle aussi. Oui, alors elle est contestée. D'abord, pour deux raisons. C'est d'abord, je pense qu'il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur nos connaissances scientifiques. Il y a un certain nombre de nos connaissances scientifiques qui relèvent aussi un peu de la croyance. J'avais cet échange avec l'astrophysicien Étienne Klein qui me disait, au fond, on sait même plus dire pourquoi nous-mêmes, des fois, la Terre tourne autour du Soleil. Et il faut peut-être qu'on se penche sur nos propres connaissances pour que ce ne soit pas seulement des croyances. Et on a besoin aujourd'hui de cette vulgarisation des scientifiques, mais il est clair que la crise sanitaire a révélé d'abord des polémiques dans le monde de la science et le monde de la médecine, où on a vu que ce monde-là n'était pas à l'abri ni des égos, ni des polémiques presque un peu politiciennes, ou les querelles d'influence, et que une société qui est une société apeurée s'est emparée quelque part de ces polémiques-là, et lui a donné un écho qui est un écho encore plus grand. Alors oui, il faut revenir à la raison. Quand il y a consensus scientifique, il faut utiliser ce consensus scientifique pour progresser. Et c'est indiscutablement une des leçons de la séquence que nous venons de voir, c'est que il y a plus de totem, même celui de la science, même celui de la qui science. Est aujourd'hui percuté par je pense que ce sont les peurs profondes de la société, mais aussi en partie les querelles auxquelles certains scientifiques se sont prêtés, ou alors certains qui se prétendent experts, mais qui ne le sont plus de grand-chose. Oui, et effectivement que la science est contestée, complotisme aussi dans la science, et puis conspirationnisme, et puis l'illustration avec ce documentaire militant Hold Up qui affirme qu'un complot mondial est à l'origine de l'épidémie du Covid-19. Vous l'avez vu ? Non, je l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Je crois pas. Non, mais le complotisme, c'est pas que je sois contre le fait de m'informer, y compris des thèses parfois les plus farfelues. Mais pourquoi est-ce que le complotisme fonctionne ? Ou le conspirationnisme. Oui, pourquoi ? Mais parce que il offre une explication simple à des problèmes complexes. Ça veut dire qu'on ne cherche plus la complexité. Mais la science, on ne fait plus l'effort de chercher la complexité des choses. Oui, et puis parce que surtout la science, elle surprend
et contredit nos intuitions. Elle surprend notre cerveau. Il y a des fois, quand on découvre, on comprend un problème scientifique. On le comprend souvent contre le raisonnement un petit peu de bon sens qu'on avait fait. Et à ce moment-là, on dit ah mais non, c'est pas comme ça que ça marche. L'équation est différente de celle qu'intuitivement j'avais cru sur des sensations, sur des impressions. Donc oui, cette complexité-là, elle est parfois difficile à porter. Et celui qui vous donne une explication, l'avantage du conspirationnisme et du complotisme, on le voit bien, c'est qu'il n'y a qu'une source à tout le problème. Et de là découle tout le reste, ruissellent tous nos problèmes, les problèmes du voisin et l'explication du monde. Bon, évidemment que c'est absurde, mais je le constate comme vous, il y a toujours besoin, ou en tout cas, de se demander quel est le dessous des cartes. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de dévoiler une intention maligne d'un tel ou d'un tel, d'un groupe, d'une communauté? Bon, ceux qui font ça gagnent presque à tous les coups. La réalité, c'est quoi? C'est que la réponse des pouvoirs publics et des démocraties, ce doit être la transparence. Parce qu'il ne faut pas donner le prétexte aux complotistes de prospérer sur le fait qu'on ne fait pas la transparence. Et on a besoin aujourd'hui de démocratiser nos institutions. On voit bien que la santé, elle est malade de quoi? Elle est malade du fait qu'il y a une forme de confiscation du pouvoir par des élites qui se reproduisent entre elles, qui se ressemblent d'une génération à une autre. Il faut qu'on repense aujourd'hui à la fonction de l'école républicaine qui doit permettre naturellement de faire émerger des personnes issues de toutes les classes sociales et ne pas assurer que d'une génération à une autre, nous sommes dirigés par les enfants de la génération qui nous dirigeait avant. Et autour de ça, ce que je veux dire, c'est que au fond, on a la clé, nous. On l'a appelé la République. Faire l'effort. Non, mais je reviens sur le mot parce que ça me tient à cœur. Faire l'effort de la transparence. Oui, c'est indispensable. Et de la pensée. Et de la pensée. Faire l'effort de la transparence et de la pensée. Dites-moi, ce complotisme nourri par les médias, par certains médias? Indiscutablement, mais il y a des gens qui font de l'argent là-dessus, qui s'enrichissent. Moi, j'ai pris à partie hier le Vincent Bolloré, parce qu'il fait de l'argent là-dessus. Le modèle CNews, que ce soit clair, moi je la regarde pas beaucoup, c'est pas ma télé, mais elle a le droit d'exister, CNews. Je conteste pas qu'une télé ait le droit d'exister. Les idées mais que vous ne défendez pas peuvent exister. Évidemment, mais c'est pas le sujet, sinon on ne serait pas en démocratie, et sinon j'accepterais pas le jeu de la démocratie. Et donc une télé d'extrême droite existe. Elle est complotiste, conspirationniste, elle défend des idées qui sont parfois racistes, elle met à l'antenne des gens, pour dire tranquillement, 3 fois condamnés pour incitation à la haine raciale. Si ce crime-là n'est pas grave, je veux dire, ils l'assument et ils continuent à défendre leurs idées. Moi, je trouve qu'il est grave. Et donc, je dis oui, qu'il y a des gens qui font de l'argent. Oui, il y a des gens qui font. Mais c'est bien ce que je dis. Et donc, il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Voyez-vous. Et pourquoi dites-vous Bolloré devra rendre compte? Il devra rendre compte de la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui de participer au fait que la montée des idées racistes, belliqueuses, grandit. Alors, elle grandirait peut-être sans lui. Mais lui, au passage, il fait de l'argent et s'enrichit. Donc, moi, je trouve que dans ces cas-là, mon problème, c'est pas de débattre avec Zemmour ou je ne sais qui d'autre. Après tout, c'est vraiment pas mon sujet. C'est de dire qu'il y a quand même des gens derrière tout ça, ceux qui sont complotistes, conspirationnistes, qui en tout cas se gonflent bien les poches et le redistribuent assez peu grâce à ce genre de modèle-là et grâce à ce genre d'idées-là. Benoît Hamon, le Black Friday, j'aime pas trop ces mots anglais, mais le Black Friday, impossible de l'interdire, le Black Friday. Alors comment faire? Je sais pas, on pourrait organiser une opération promotionnelle pour les produits français, un protectionnisme. Arnaud Montebourg était là la semaine dernière. Il admirait Trump, il admirait le protectionnisme de Donald Trump. Vous l'admirez aussi, vous? J'admire pas Trump. Moi, je peux pas dire... non, mais il a des résultats. Montebourg disait, Trump a des résultats économiques qui sont excellents. Alors, je réponds en manière télégraphique. D'abord, qu'est-ce qui relève de la responsabilité de Trump et du fonctionnement de l'économie? N'exagérons pas. On peut pas dire que dès que ça va un peu mieux, c'est grâce à Trump, et dès que ça va mal, c'est la faute à la mondialisation. Donc ça, c'est pas possible. Donc moi, première chose. La deuxième chose, c'est que autant on peut avoir, et moi je partage l'idée que l'Europe doit protéger ses frontières et défendre ses intérêts économiques, industriels. Vous n'êtes pas souverainiste et protectionniste. Mais au niveau européen, je pense que c'est la seule échelle à laquelle ça marche. Au niveau national, on sera balayé. Les autres sont 10 fois plus gros que nous. Ceux qui pensent aujourd'hui que rétablir le protectionnisme en France, on va se protéger contre qui? Je veux dire, la France va se protéger contre la Chine, mais moi je veux bien qu'on rétablisse de la souveraineté sanitaire, produisant nos médicaments, de la souveraineté dans le domaine alimentaire, de souveraineté
même dans le domaine textile. Mais je pense que la bonne échelle, c'est celle du continent. Première remarque que je veux faire. La seconde, qui est par rapport au modèle qui est le nôtre. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens achètent des produits à bas prix, de mauvaise qualité, dont ils savent que c'est de mauvaise qualité? Des aliments de mauvaise qualité, donc avec des propriétés nutritives qui sont mauvaises, des textiles et des habits de mauvaise qualité, des biens électroménagers qui vont mourir au bout de 6 mois. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont des petits revenus. Et que le modèle qui est celui de nos sociétés, qui est d'une économie low cost, petit prix, mais gros dégâts écologiques et gros dégâts sociaux, il repose sur quoi? Sur le fait qu'il y a des petits salaires et des petits revenus. Comme moi, j'ai voulu réfléchir à la manière dont on pouvait desserrer les taux. J'ai constaté quoi? Et il faut être lucide, ça fait 20 ou 30 ans que la gauche, notamment en Europe, est en échec sur la redistribution des richesses. On n'y arrive pas. Les salaires n'augmentent pas. Pendant le quinquennat de François Hollande, on n'a pas augmenté sous la gauche comme sous la droite. d'€1 le SMIC, pour vous dire. Donc, nous ne parvenons pas, selon les outils classiques, à modifier cette redistribution des richesses. Et donc, desserrer les taux, selon moi, c'est créer un revenu qui s'ajoute. Je vais y venir. Mais c'est pour vous dire que l'objet. Ça changerait quoi? Ça changerait quoi? Mais ça changerait que si j'ai le choix. Revenu universel. Mais non, mais ça changerait. Mais ça change que mon revenu augmentant. Oui. J'ai cette fois-ci le choix. Je suis une mère célibataire en Île-de-France. J'ai pas d'autre. J'ai un petit salaire. Oui. Je fais quoi si j'ai pas d'autre choix que de prendre, d'aller chez Carrefour, Auchan, le produit le moins cher. Le moins cher. Mais par contre, si mon revenu augmente d'un revenu universel, j'ai la possibilité d'acheter du bio, j'ai la possibilité d'acheter des vêtements plus durables, j'ai la possibilité de m'acheter un bien électroménager dont je sais que je ne le changerai pas au bout d'un an, mais à un prix supérieur. Bref, j'aide aussi à ce que se forme le juste prix. Parce que ce qu'on achète à très bas prix, faut tous qu'on ait en tête que pour qu'il soit si bas le prix, faut que les gens soient mal payés au début et au milieu. Il faut qu'on ait oublié les règles environnementales et les investissements nécessaires. Je vais revenir sur le revenu universel planète. et sur les conséquences de la crise sanitaire, la précarité qui augmente, la pauvreté qui augmente. Mais avez-vous signé la pétition pour un Noël sans Amazon? Non. Vous la signeriez? Je l'ai pas lu. Hein. Non, mais j'ai un mot là-dessus. Parce que Amazon, c'est un modèle dans lequel ça vous offre finalement l'abondance. Oui. Des grandes surfaces, des rayons chargés de... Mais sans bouger de chez vous. Oui. Un clic et zéro interaction sociale. Oui. Ce qui se passe, et moi qui m'interroge à travers Amazon et à travers d'autres évolutions dans nos sociétés, même dans les grandes surfaces, quand on va à une caisse automatique. Alors, avant, on la connaissait pas, la caissière, la plupart du temps, ou le caissier. On les connaissait pas. Mais ça reste une interaction humaine. À quoi nous assistons, et ça, il va falloir qu'on l'ait en tête, et savoir si nous voulons ça. C'est à la déshumanisation de la société. Nous acceptons qu'il y ait de moins en moins d'interactions entre les individus, de moins en moins de contacts tangibles entre individus, ou, quand nous les tolérons, alors ça c'est à cause de la crise pandémique, à travers des écrans. Et ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est qu'on s'habitue à ne plus se parler et à ne plus interdire à Amazon. On ne peut pas. Comment fait-on? Il y a combien? plus de 10 000 PME françaises qui disent merci à Amazon, qui vivent, qui se développent grâce à Amazon. Donc je me méfie un peu des interdictions. Non mais avant, on peut pas. Oui, non mais parce qu'il y aura 3 modèles qui peuvent coexister. Oui. C'est celui d'Amazon, commerce en ligne. Donc moi je souhaite qu'il soit cantonné. Et ça dépend aussi de nous. Moi je vois bien les enfants à l'approche des fêtes de Noël. Le réflexe c'est quoi? D'aller sur Internet et de dire papa je veux ça, ou ce serait bien, moi j'aimerais, et de cliquer. C'est tellement simple. Vous l'avez un jour ou 2 jours plus tard. Il y a le deuxième modèle, ce sont les grandes surfaces, et là qui aussi continuent leur numérisation. Et où les êtres humains aussi commencent en tout cas les employés, à quitter progressivement les grandes surfaces pour être remplacés par des machines. Et ceux qui restent, et qui sont hélas aujourd'hui fermés, ce sont les petits commerces. Et il y a des choix de société qu'il faut qu'on fasse. Parce que derrière la fermeture d'un petit commerce, ou d'un commerce de proximité, il faut les rouvrir là, dès le 27 si les conditions sanitaires le permettent, oui. Mais ce que je crois, c'est que si les conditions sanitaires le permettent... Je pense vous êtes très prudent. Mais je pense que derrière... l'année 2021, si le vaccin a été trouvé, il faudra poser la question de ces commerces de proximité et plus généralement de tous les lieux où on retrouve des occasions de socialiser, c'est-à-dire d'être ensemble, de partager une information, d'obtenir un conseil. Et c'est valable pour les commerces. Il faudra que la question de la relance de notre économie et plus généralement la manière dont ce pays se redresse pose cette question-là. Et au cœur
du redressement de notre pays, il y a nos centres-villes, il y a les endroits où on peut aller dans un rayon, avoir un conseil, reparler à des personnes. Les commerçants, c'est pas. Soyez optimistes. Peut-être cette crise sanitaire nous permet de mettre le doigt sur ces problèmes-là et va nous permettre peut-être de recréer les conditions d'une vie sociale meilleure. Oui, je ne sais pas. Moi aussi, je le souhaite. Je ne vais pas être pessimiste. Benoît Hamon, je voudrais que nous revenions sur le revenu universel. 750 € par mois, on est bien d'accord, par personne. À terme, c'est pas du jour au lendemain. Oui, pas du jour au lendemain. Versé à tous les Français, qu'ils travaillent ou pas. Ou pas. Hein, c'est bien cela, à terme. 750 €, donc, mais en plus du salaire. En plus du salaire, absolument. En plus du salaire. Vous auriez un revenu universel. Voilà. La dame qui nous filme en ce moment là aurait un revenu universel. Les retraités auraient un revenu universel. Le principe du revenu universel, c'est quoi ? Faisons un peu de politique et revenons à ce qu'était à la raison pour laquelle on fait de la politique. Quand le premier ça date pas d'hier, qui pense à un revenu universel, c'est pendant les révolutions américaines et françaises, c'est Thomas Paine. Il dit, en fait, quand on crée de la richesse, c'est ça son raisonnement. Il dit, il y a celle qu'on crée à travers notre travail, mais aussi le legs de l'humanité qui nous a précédés. La somme de leurs innovations, le génie, le progrès technique et tout ça, c'est de la richesse dont on profite. Qu'est-ce qui justifie, disait-il, que cet héritage qui est collectif à l'humanité soit accaparé par quelques-uns ? Bien, le revenu universel viendrait réparer cette injustice-là et répartir ce legs que nous offrent tous ceux qui sont passés avant nous. C'est ça le principe philosophique, c'est une prédistribution des richesses. Je fais le lien avec ça parce que moi je refuse de parler du revenu universel sans dire les racines historiques. D'ailleurs, Thomas Paine, soyons honnêtes, parlait de lui des fruits de la création. Il était chrétien et disait c'est l'abondance ou la création de Dieu qui doit être répartie égalitairement. Depuis, les Lumières, des penseurs, des intellectuels se sont emparés de cette idée-là. Moi, mon idée, elle est simple, c'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire devant les transformations du travail liées à la révolution numérique. Ça s'accélère avec la crise pandémique. Vous voyez, on est en train de parler, en parlant d'Amazon, de la fermeture des commerces. Combien de ces commerces réouvriront ? Combien de fois, finalement, accepterons-nous de préférer un algorithme, une machine, aux commerçants que nous avions il y a 1 ou 2 ans. La question, c'est de quelle manière allons-nous nous habituer à cette civilisation dans laquelle il y a de moins en moins d'emplois pour le même service. Et le revenu universel, il prend pas acte qu'il y aura plus d'emplois. Il y aura évidemment toujours des emplois et on pourra, je l'espère aussi, toujours continuer à s'épanouir par l'emploi. Mais il offre une liberté qu'aujourd'hui nos sociétés n'offrent plus. Benoît Hamon, la PPL, la proposition de loi sécurité globale, juste un mot sur cet article 24, j'y passe cet article 24 parce que le temps presse, la diffusion, punir la diffusion dans un but malveillant du visage d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque la diffusion a pour but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou gendarme. Ça vous choque ? Oui, parce que le gouvernement n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à convaincre personne d'ailleurs. Il n'arrive pas à convaincre le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il n'arrive pas à convaincre le défenseur des droits. Claire Hédon, le défenseur des droits, a produit une note pour expliquer les inquiétudes qui est celle du défenseur des droits. Il n'arrive pas à convaincre les associations de défense des droits de l'homme. Alors, je veux bien que Amnesty International ce soit bien quand il s'agisse de défendre les droits de l'homme en Afrique ou ailleurs, mais quand la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International parle chez nous, il faut quand même aussi écouter ce qu'ils disent. Donc, il n'arrive pas à convaincre les rédactions, je veux dire 30 rédactions qui signent un appel en commun pour dire vous êtes en train de remettre en cause la liberté de la presse. Alors, ils n'arrivent pas à convaincre. Pourquoi ? Parce qu'objectivement, dans les usages et dans la pratique, nous savons que cet article de loi empêchera le citoyen d'être correctement informé, grâce notamment à la liberté de la presse, et que ce projet de loi, à travers l'utilisation massive de drones, va être aussi probablement une restriction à la liberté de circuler et de manifester en raison de la peur qu'on pourra avoir d'avoir des drones qui vous filment tout au long d'une manifestation. Je pense que c'est assez simple, c'est une affaire de principe. Et c'est toujours là où c'est difficile. Et on revient au début de notre discussion. Instinctivement, on va se dire, moi aussi, je veux dire, le métier de policier est un métier difficile. Oui, protéger ceux qui nous protègent est indispensable. Mais Darmanin ment. Benoît Hamon. Mais Darmanin ment quand il dit hier, je ne veux pas, grâce à cette loi, une policière qui est l'objet de menaces de viol ne le sera plus. D'abord, déjà le droit l'empêche, et heureusement. Et ce n'est pas cette loi qui l'empêchera. Il y a toujours eu un réflexe. Les anciens ministres de l'Intérieur vous le disent, et notamment ceux qui y ont résisté. Vous disent quoi ? Qu'au ministère de l'Intérieur, quand il y a un problème de sécurité,
on a un réflexe qui est de dire, s'il y avait moins de liberté, ça nous réglerait le problème de sécurité. Depuis 10 ans, Nicolas Sarkozy, François Hollande, 13 ans maintenant, avec Emmanuel Macron, ces libertés reculent. Avez-vous l'impression aujourd'hui qu'il y a davantage de sécurité? Non. La baisse des libertés en République ne garantit pas la sécurité. J'ajouterais même qu'on découvre aujourd'hui que quand on remet en cause avec l'état d'urgence les libertés, on se croit à l'abri de ça. Mais quand des croyants ne peuvent pas prier, quand des gens ne peuvent pas circuler, ils se rendent compte que cette restriction des libertés, elle peut être liée à la crise pandémique, mais elle les contraint, elle les gêne, elle les embarrasse. Et le problème, c'est que l'état d'urgence qu'on avait imaginé contre le terrorisme, on les a intégré les dispositions au droit commun. Est-ce que ça empêche les terroristes de circuler? Est-ce que ça leur fait peur à eux? Non. Par contre, la République, elle se fragilise. Et on ne peut pas, je veux le dire simplement, on ne peut pas sauver et protéger la République en remettant en cause ce qui fait aujourd'hui qu'on est des citoyens libres dans une République. Voilà. Merci Benoît Hamon d'être venu nous voir sur RMC BFM TV 8h54.